Il y a trop de migration en France. Il y a trop d'étrangers qui rentrent en France. On a le droit de parler d'immigration. C'est pas un terme réservé à l'extrême droite. On a envie de vous dire, mais que n'avez-vous pas fait tout cela depuis 10 ans ? Pour moi, le premier des ministères, c'est l'éducation nationale. Sur les enjeux régaliens, sécurité, justice, oui, il faut revoir la copie. Ça a été beaucoup un impensé de notre famille politique. Vous évoquez l'innovation grâce à l'IA. Concrètement, quel type d'emploi aujourd'hui risque de disparaître et comment accompagnez-vous ces travailleurs ? Bonjour, Prisca Thévenot, vous êtes député des Hauts-de-Seine, vous avez été porte-parole du gouvernement, ministre délégué, secrétaire d'État et vous soutenez Gabriel Attal pour la prochaine présidentielle, c'est tout bon ce que j'ai dit ? C'est tout bon. Parfait. Alors vous le savez, chez nos Popol, on ne parle pas de stratégie, de parti, de petites phrases, on ne parlera pas de monter ou de descendre sur la table comme on entend beaucoup parler en ce moment. Chez nous, que des questions sur le fond, sur vos solutions, vos idées pour changer notre quotidien, changer le quotidien de toutes celles et ceux qui nous regardent. Et on commence justement, Prisca Thévenot, par aller écouter des Françaises et des Français. Allons-y. Alors, j'ai commencé un tour de France, des sous-préfectures, parce que je pense que c'est très important, effectivement, d'aller écouter des Françaises et des Français en dehors des grandes métropoles. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir quelques épisodes sur nos Popol. J'ai appelé ça « Si j'étais président », parce que je demande à des Françaises et des Français ce qu'ils changeraient en premier dans le pays, mais je leur demande aussi ce qu'ils pensent de la politique. Écoutez par exemple Célia et Michel. Attention, parce que ça picote un peu. Célia, je suis enseignante. Qu'est-ce que vous pensez de la politique en Honnêtement, France ? je m'intéresse pas trop, ça me fatigue parce que c'est toujours la même chose et on a l'impression de ne pas être entendu. Donc, je m'en envie de perdre mon temps. Ça fait 50 ans qu'on a des énarques qui n'ont jamais bossé de leur vie, qui expliquent aux professionnels comment ils doivent bosser. Et bien évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Question très simple, Prisca Thévenot. Une réaction par rapport à Célia et à Michel que j'ai rencontrés donc à Château-Thierry dans l'Aisne et à Montargis dans le Loiret. Ils sont simplement en train de rappeler, de dire ce que beaucoup ressentent, c'est-à-dire une déconnexion entre les politiques, ou plutôt les décisions politiques, ou voire les paroles politiques, et la réalité de leur quotidien. Qu'ils soient enseignants, entrepreneurs, étudiants, même enfants ou retraités, il y a cette voix, cette parole qu'on entend de plus en plus, et qui n'est pas qu'un sentiment. Parce que c'est vrai qu'au cours des dernières années, je parle même pas des 10 dernières années, mais on parlait de 50 ans, là j'entendais, je crois que c'est Michel, c'est ça ? Michel, ouais. Qui disait beaucoup de choses ont été faites, etc. Oui, beaucoup de choses ont été faites ou pas, mais on n'a pas donné à voir. On n'a pas mis un moment aussi, un temps de pause pour pouvoir débattre, dire est-ce que ça a été bien fait, mal fait, est-ce qu'il faut continuer, complètement changer, et c'est ça qui manque aussi. Mais comment on change ça ? Parce que nous, on aime bien se projeter toujours vers l'avenir et pas broyer du noir. Comment on change ça ? Alors, il y a des choses qu'on aimerait ne pas changer. Parce qu'il faut aussi en finir, et après je réponds clairement à Célia et Michel, il faut en finir avec le « c'était mieux avant ». Si c'était mieux avant, déjà moi je ne serais pas en train de vous parler à votre micro. Je pense que je n'aurais même pas le droit à la parole de la même façon, tout simplement parce que je suis une femme. Je n'aurais peut-être même pas le droit d'être élue députée. Il y a plein de choses, j'aurais peut-être pas d'autonomie financière. Donc attention à c'était mieux avant. En revanche, est-ce que ça peut être mieux demain ? C'est ce à quoi nous voulons continuer à travailler. Mais alors comment on fait ? Eh bien, comment on fait ? On fait ce que vous faites. On parle du fond ? On Des va idées ? directement sur le terrain. Alors, c'est trop facile à dire. C'est très facile à dire. On va voir les gens, on va faire des réunions publiques, on va faire du porte-à-porte, on va faire des opérations de tractage qui, en réalité, sont simplement un moyen pour nouer une conversation. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qu'on ne voit pas. Et jusqu'à présent, c'était un peu compliqué. On ne va pas aller à toutes les portes, etc. On voit très bien qu'il y a un moment, une finalité, c'est le temps. On ne peut pas le faire. Et c'est très difficile à organiser. Bien, c'est pour ça que là, nous, on vient de lancer avec ma famille politique, avec Gabriel Attal, une application. On pourrait me dire une énième application où vous allez nous envoyer directement, de façon extrêmement descendante, des informations. Non, on se sert des outils numériques qui sont aujourd'hui à notre disposition, comme l'IA, pour créer une vraie relation d'échange. Ça peut paraître futile, ça peut paraître froid, mais en réalité, derrière tout ça, nous, on va avoir des gens qui vont se connecter sur cette application sans être de la même famille politique que moi. D'ailleurs, on s'en moque de quelle famille politique ils sont. Ils se connectent sur l'application avec simplement leur prénom et prénom seulement et un mail, et ils pourront échanger directement, proposer des choses, lancer des alertes, dire pourquoi ils sont pas contents, dire ce qu'ils aimeraient aussi améliorer concrètement. Et en fait, c'est pas avec moi qu'ils vont parler directement ou quelqu'un de l'équipe, c'est directement avec le candidat Gabriel Attal.
Écoutez, entendu pour cette initiative que vous nous annoncez donc ici chez Nopopol. Un mot sur le rôle des médias, parce que moi c'est pour ça que j'ai créé Nopopol. Moi je trouve qu'à force d'être interrogé sur, j'allais dire, de la popole, des futilités, des histoires de partis, des querelles de personnes constamment, ça participe aussi à cette dévalorisation de la parole publique. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Ça m'inspire, vous avez raison. Vous savez, de plus en plus, on est... là, avant que j'arrive, j'étais sur mon téléphone, on va dire les choses. Je vous ai vu. Voilà, j'étais sur mon téléphone et c'est normal. Enfin, des médias m'interrogent sur l'éventuelle phrase d'un tel ou d'une telle. Et là, je disais, en fait, on va pas passer la campagne des présidentielles sur ça. Mais en plus, ça n'intéresse pas les Français, quoi, et les Françaises. Non seulement, pire, ça les intéresse pas, ça les écœure. Moi je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc, ne nous laissons pas voler cette année présidentielle qui est une année de campagne. Une année de campagne, c'est une année où on fait des débats, où on challenge les idées, où on n'est pas d'accord, où on se prend la tête, mais respectueusement. Et en plus, on aime ça en France. On aime la politique, non pas pour les polémiques, mais pour parler du fond, pour challenger, pour remettre à plat les choses. Exactement. Et on peut challenger les femmes et hommes politiques comme j'essaye de le faire, avec du respect, mais toujours sur le fond. Je vous challengerai d'ailleurs sur les questions dont on va parler, l'immigration, le pouvoir d'achat, etc. Et je vous propose d'écouter, à la suite de ce tour de France des sous-préfectures, José, que j'ai rencontré à Dieppe. Écoutez-le. Moi, je m'appelle José, 67, retraité. Qu'est-ce que vous changeriez dans le pays, vous? Des trucs que je peux pas parler. Mais pourquoi? Parce que vous êtes la troisième personne à me dire ça, de trucs... Pour la migration. Mais alors, allez-y, parce que... Il y a trop de migration en France. Il y a trop d'étrangers qui rentrent en France et on s'occupe moins des Français, maintenant. C'est plus les étrangers. Mais bon, les étrangers, faut pas les mettre tous dans le même sac. Faut pas oublier. C'est-à-dire, alors? Parce qu'il y en a des bons, aussi. Attention. Puis il y a des mauvais. Alors, tous les mauvais, moi je dis qu'il faut les renvoyer dans leur pays. Et c'est pas ce qui est fait actuellement? Non, il n'y a pas assez. Le président, pour moi, il fait rien du tout. Alors je pense que les Français en ont marre. Plus que marre. Des témoignages comme celui de José, j'en ai recueilli déjà une bonne dizaine et c'est vrai que c'est assez saisissant de sentir ça. Qu'est-ce que vous répondez tout simplement, concrètement, à José qui exprime un ressenti, pour le coup c'est son ressenti? Il dit plein de choses très intéressantes, José. Il dit qu'il en a marre des migrations, sans vraiment dire immigration. Il dit qu'il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et puis surtout, il dit quelque chose, c'est ça le plus intéressant pour moi au début. Je ne peux pas vous dire. Oui, il y a un sentiment de ne pas pouvoir dire ce qu'il vous dit. Voilà, en fait, c'est un tabou qu'il faut lever. On a le droit de parler d'immigration. Et c'est pas un terme réservé à l'extrême droite ou à la droite conservatrice. C'est un thème qui est réservé à tout Français qui veut continuer à assurer sa souveraineté, à continuer à voir son pays regarder fièrement vers l'avenir, sans avoir honte de poser tous les sujets sur la table. Pourquoi on peut parler d'environnement et pas d'immigration? Pourquoi on peut parler d'économie et pas d'immigration? Pourquoi on peut parler d'école et pas d'immigration? C'est un thème comme un autre. Et ce thème, il doit être pleinement aujourd'hui débattu à l'Assemblée nationale, au sein du Parlement, pour que chacun puisse prendre la mesure des choix et des décisions qui sont faites. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on dit il faudrait telle ou telle immigration, mais plutôt en jugeant la nature des gens. Moi, je ne juge pas les gens au regard d'où ils viennent, je juge les gens au regard de ce qu'ils font. Et je pense que dans notre pays, pour pouvoir avoir une logique extrêmement vertueuse par rapport à une politique d'immigration, c'est de la regarder par rapport à quelque chose de fondamental, c'est le travail. On assume avec Gabriel Attal de regarder l'immigration au travers de l'enjeu du travail, du spectre, du prisme du travail. On a besoin de main-d'œuvre pour les services publics, pour un certain nombre de sujets de secteur économique. Surtout avec la dénatalité, qui est quand même un phénomène très important. Et qui ne va pas aller en s'arrangeant, parce que, même si on commençait tous à faire plein de bébés maintenant, il faudrait un petit moment pour qu'ils grandissent et qu'ils se forment. Je cite juste des chiffres, parce que j'aime bien donner des informations au gré de la conversation à ceux qui nous regardent. 1,56 enfants par femme en 2025. On est très loin, c'est un niveau exceptionnel depuis la fin de la Première Guerre mondiale, très en dessous, évidemment, du seuil de renouvellement, qui, je vous le rappelle, est à 2,1 enfants par femme. Ceci dit, je vous laisse continuer donc sur l'immigration. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir dire, en fait, remettons à plat la politique d'immigration et concentrons-la sur l'enjeu du travail. Par exemple, revoyons tout ce qui est lié au regroupement familial. Ça ne veut pas dire l'interdire, ça veut dire peut-être le revoir, le durcir, et j'assume le terme. Aujourd'hui, pour qu'un conjoint fasse venir sa famille, il faut qu'il reste au minimum 18 mois. Pourquoi on ne peut pas allonger ? Pourquoi on ne peut pas aussi, en plus de cela, durcir un peu les règles qui permettent à la famille de venir? C'est pas méprisant de dire ça. Attention, parce que je vois tout de suite la gauche et l'extrême droite, je les entends là, comme si j'étais dans l'hémicycle, me hurler dessus. C'est pas du tout ça.
C'est de dire aussi mieux intégrer et le faire dans des conditions respectueuses pour le pays qui accueille. Alors, je vous entends sur ce durcissement, j'allais dire, du regroupement familial. Je voulais vous challenger sur 2 choses. J'ai regardé, ça représente que 5% de l'ensemble des premiers titres de séjour qui sont délivrés. Est-ce qu'on ne peut pas vous répondre que c'est un peu marginal de s'attaquer à ça en premier lieu concernant l'immigration, 5%? Mais vous avez vu que je ne vous ai pas parlé de ça en premier lieu. Je vous ai parlé du travail en premier lieu. Oui, c'est vrai. Donc là, je vous ai donné l'exemple du regroupement familial et je continue à le dire. Oui, il faut pouvoir le regarder. Oui, il faut pouvoir aujourd'hui allonger les 18 mois, durcir aussi les conditions en plus de la condition de durée de séjour du conjoint. Je l'assume, il n'y a pas de problème. Mais attention, c'est pas, encore une fois, c'est pas pousser ce sujet d'un côté méprisant ou d'un côté en se disant d'un seul coup on va aller flirter avec les idées de l'extrême droite, etc. Je pense que le sujet doit être regardé tel qu'une politique publique nécessaire et de souveraineté. Entendu. Deuxième challenge sur le regroupement familial. Certains experts disent séparer durablement les conjoints et les enfants peut freiner leur intégration. Est-ce que c'est efficace de limiter, de durcir le regroupement familial? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dis à nouveau que l'enjeu de l'immigration ne doit pas se résumer au regroupement familial, mais que oui, doit pouvoir être regardé et durci. Je suis une fille issue de l'immigration. Mes parents sont immigrés. L'île Maurice, si je dis de pas l'île de Maurice, bêtises, tout à fait. Bon, en l'occurrence, j'étais pas née quand mes parents sont arrivés en France. Je n'étais, à mon avis, même pas un projet. Mais mon père est mort, mais je l'ai connu suffisamment et on a suffisamment eu plein d'échanges pour que j'arrive à peu près à savoir quelle aurait été sa réponse. Il n'est pas venu en France en espérant éventuellement faire venir sa famille. Il est venu en France pour participer à une histoire nationale, pour participer à un récit national. Il s'est intégré, il a travaillé, il s'est intégré par le travail. Et d'ailleurs, il est arrivé de l'île Maurice en Alsace. Et ma mère me disait, et ses sœurs, qui voulaient parler alsacien. Pas pour le principe de parler alsacien, parce que c'était aussi un meilleur vecteur pour pouvoir parler avec ses collègues au travail. Donc ce que je suis en train de dire, c'est de la réalité, c'est pas philosopher l'immigration. C'est comme ça aussi qu'on est acteur du pays qui nous accueille et qu'on rend aussi notre part à ce pays qui nous permet quand même beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Et c'est important de le rappeler dans le contexte géopolitique dans lequel on est. On oublie peut-être aussi de temps en temps, et je suis pas en train de dire qu'il ne faut plus rien faire et il n'y a rien à améliorer dans notre pays, mais regardons un peu ce qui se passe aussi ailleurs. Et apprécions où on est. Je vous poserai cette question une fois pour toutes, mais c'est une question que celles et ceux qui nous regardent se posent parce que on a envie de vous dire, mais que n'avez-vous pas fait tout cela depuis 10 ans? C'est le reproche qui va vous être de toute façon adressé pendant toute la campagne. Et je voulais vous challenger. Je pense que c'est déjà, merci de le poser, parce qu'il y a plein de personnes que je peux rencontrer qui évitent un peu en disant ah non, c'est bon, ça suffit. Oui, non, mais en fait, parlons-en. Mais oui, c'est pas... Et puis, vous pourrez dire de toute façon, et non, ça suffit, et puis mettre un bulletin de vote différent dans l'urne. Très bien, mais parlons-en. Est-ce que sur les enjeux économiques, j'ai envie de dire, on a échoué? Pardon, il y a 10 ans, on parlait matin, midi et soir du chômage de masse. Pas du chômage des jeunes, du chômage des seniors, ou du chômage de masse. Le 20h commençait presque tout le temps. Moi, j'ai grandi avec ça, avec les chiffres du chômage. Moi, quand je suis sortie sur le marché, je suis arrivée sur le marché de l'emploi, j'étais bien diplômée pourtant, avec un prêt étudiant quand même. Nous, on se disait pas, alors je vais prendre ce job, mais je vais peut-être attendre pour avoir un... On prenait. Ouais, c'est vrai. Vous vous souvenez? Ah ouais, je suis de cette génération-là. Voilà. Le chômage, c'était quelque chose de très prenait. Présent. Et le pire, c'est qu'on se disait, moi je me souviens très bien à la maison, fallait surtout pas perdre ton job. Vous perdez votre job, allez simple vers le non-retour au travail. Enfin, vraiment, c'était une inquiétude profonde. Donc ça, c'est un acquis que peut-être la présidence Macron... Je dirais pas que c'est un acquis. Je dirais que c'est une avancée. C'est une avancée. Parce que ça peut revenir, et on le voit très bien, depuis notamment la dissolution. Dès qu'on retouche les paramètres sur la politique qu'on a mis en place... Ça a remonté un peu là, le taux de chômage. Il ne faut pas considérer que c'est un acquis. Il faut toujours être vigilant. En revanche, est-ce qu'on doit mieux travailler sur que le salaire paye mieux? Oui. Ça, on n'est pas arrivé au bout. Et ça, il faudra en parler. Donc l'économie, je peux vous citer l'Europe. Quand on est arrivé en 2017, tout le monde se moquait de nous parce qu'on avait 2 drapeaux dans la main, le drapeau bien évidemment français et le drapeau européen. Aujourd'hui, je pense que c'est plus une question, c'est une évidence. Au vu des événements mondiaux, c'est sûr que... Ouais. C'est une évidence. Donc vous allez faire un droit d'inventaire, j'allais dire presque, sur... En revanche, je suis obligée quand même pas de faire que le côté positif. Bien sûr. Sur les enjeux régaliens, sécurité, justice, bah oui, il faut revoir la copie. Oui, il faut revoir la copie. Ça a été beaucoup un impensé de notre famille politique, avec peut-être... ce côté de faire des allers, des retours, des va-et-vient, je pense qu'il faut revoir un certain nombre de sujets, quitte
à faire quelque chose, peut-être engager une révision de la Constitution l'année prochaine. Notamment sur l'excuse de minorité. Je voyais, c'était un exemple que je cite. Sur les quotas d'ailleurs, sur la loi immigration, on sait qu'elle avait été retoquée et censurée par le Conseil constitutionnel en 2024. Là aussi, si vous voulez persévérer dans cette politique de quotas, il faudra aussi une réforme constitutionnelle si M. Attal est élu président. Je le redis encore, l'immigration au regard, parce que quand on dit quotas, on peut tout de suite se dire que ça peut être quelque chose d'un peu étonnant, au regard de l'immigration sur le prisme travail. J'insiste. Que ça soit clair. Et sur le modèle de ce qui peut être fait, par exemple, au Canada, avec un système de points, et qui est débattu tous les 2 ans au Parlement. Mais ça nécessitera une réforme constitutionnelle. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de sujets. La Constitution, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent, je suis législateur, donc je ne fais pas partie de ceux qui disent, on essaie de changer la loi, ça ne marche pas, donc c'est la faute des juges au Conseil constitutionnel qui font n'importe quoi. Non, les juges, ils appliquent une règle. Oui, c'est une règle de droit qui... Et donc, si la règle n'est plus adaptée au regard de l'évolution de notre société, prenons nos responsabilités et modifions la règle. Et donc oui, j'aspire, et d'ailleurs il le dit lui-même, que dès que Gabriel Attal arrivera à l'Élysée, qu'il puisse, si c'est nécessaire, mettre en place une réforme, une révision de la Constitution pour pouvoir avancer et faire que cette Constitution qui nous protège nous permette aussi d'avancer et pas d'être bloqué dans un immobilisme qui nous pose un certain nombre de problèmes dans notre quotidien et je pèse mes mots quand je dis ça. Eh bien, entendu, Prisca Thévenot, on avance dans cette interview, on reparlera de l'excuse de minorité de la sécurité un peu plus tard. Pour l'heure, c'est l'idée qui peut changer la France. L'idée qui peut changer la France, Prisca Thévenot, c'est une mesure, une solution, une vision qui peut profondément transformer le quotidien de nos concitoyens. Ce serait quoi pour vous ? Remettre l'école au milieu du village, au centre du village. Alors, il me dire, ouais, non mais facile, on la connaît toute, celle-là, elle est tout le temps dite en permanence, etc. Je pense que c'est pas simplement symbolique, mais c'est fondamentalement politique. L'idée de Gabriel, et je le cite pour le coup, l'idée de Gabriel Attal, c'est de dire, vous savez, quand on est au gouvernement, on a un classement des ministres. Donc, plus important en termes d'importance protocolaire. Ah oui, ministre d'État, ministre délégué, c'est ça que vous voulez dire. Donc, on est ministre au premier, deuxième, troisième, etc. En général, ce sont les ministères régaliens qui sont les premiers. L'intérieur, affaires étrangères. Voilà, vous le dites de voix grave, parce que voilà. Ça ne veut pas dire que la proposition que je vais vous faire minimise ces sujets-là, pas du tout. Mais pour moi, le premier des ministères, et d'ailleurs Gabriel Attal le dit lui-même, c'est l'éducation nationale. C'est au cœur de tout, au centre de tout. Au centre de ce qu'on est en termes de société, de ce qu'on promet en termes de nation et de ce qu'on transmettra aussi en termes de modèle. Et ça nécessite aussi, du coup, ça veut dire qu'en termes d'importance de budget, ça sera le premier. En l'occurrence, il est le premier budget depuis un certain nombre d'années. Mais ça montre aussi qu'il est à la croisée de tous les chemins. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, alors ? Alors déjà, premier enjeu, il y a le sujet de l'autorité. Alors, attention, les professeurs n'ont pas vocation à remplacer les parents. En revanche, les parents n'ont pas vocation à remplacer les professeurs. Mais comment on fait concrètement ? Il faut remettre le principe de l'autorité du savoir à l'école. Celui et celle qui ont l'autorité à l'école, ce sont ceux qui détiennent le savoir, à savoir les professeurs. Tout le personnel éducatif. Et donc, oui, il faut qu'on arrête de considérer que dès qu'un professeur dit quelque chose, ou dès qu'un professeur émet peut-être une sanction ou une recommandation, eh bien, le parent peut venir, la famille peut venir expliquer qu'il n'est pas d'accord. Mais comment on fait ? On interdit concrètement à des parents de venir... Non. Comment ça se passe concrètement ? Il n'y a pas besoin de mettre des interdictions, il y a simplement besoin de rappeler des évidences. Okay. Et de soutenir aussi les professeurs dans cette démarche-là et tout le personnel éducatif. Par exemple... et après, on parlera aussi des savoirs, parce que c'est important. Le choc des savoirs, voilà, on en parlera. Exactement. Mais sur le sujet de l'autorité, on voit aujourd'hui qu'il y a un délitement, un glissement de l'autorité dans notre pays. Ça ne commence pas à 13 ans, 14 ans, 16 ans, sur les Champs-Élysées, un soir de victoire du PSG, qu'on salue d'ailleurs. Ça ne commence pas là, ça commence bien plus tôt. Quand vous êtes enfant, et je le dis en tant que maman, quand vous avez vos enfants et qu'ils font la première des bêtises, vous ne dites pas, bon, il est petit, c'est pas grave, ça passera. Non, il faut tout de suite. Les règles, le cadre, c'est nécessaire tout de suite. Prisca Thévenot, vous savez qu'il y a des parents qui sont dépassés parce qu'ils sont au chômage, parce qu'il y a une détresse sociale, parce que... Alors, il y a des parents qui sont dépassés, je vais venir, puis il y a des parents qui sont défaillants. Oui. Il y a les deux. Il y a les deux, sans doute. Donc, dans le deuxième cas défaillant, il faut aussi rappeler que quand une sanction est mise en place, elle doit être respectée. Et donc, pour ça, il faut mettre en place une grille nationale de sanctions qui est compréhensible, sur laquelle on peut échanger, on peut expliquer pourquoi, mais qui est mis en place nationalement pour que le professeur, le directeur d'école puisse dire « Attendez,
C'est pas simplement moi dans ma tête, c'est parce qu'au niveau national et mon ministère me soutient sur cette démarche-là. Ça n'existe pas, ça? Ben non, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que aussi il y a beaucoup de personnels éducatifs qui sont un peu mal en se disant mais en fait je vais me retrouver seule face à une famille qui potentiellement ça peut mal se passer aussi. Ouais, désemparé et seul face à un système, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Ouais. Et c'est beaucoup ce que les professeurs nous disent. D'accord, grille Ensuite, nationale de sanctions, donc c'est oui, ça que vous dites. à Ok, tous les entendu. échelles, à tous les niveaux et progressif. Ouais. On va pas tout de suite commencer à mettre la sanction la plus forte. Bien sûr. Ça appelle aussi à de la pédagogie, à de l'explication. Ensuite, il y a effectivement beaucoup de parents qui sont dépassés. Et là, il faut pouvoir les aider. Alors, je vous donne une mesure parmi tant d'autres, mais on peut aussi mettre en place, par exemple, des internats. C'est pas des internats punitifs. Et d'ailleurs, je le dis assez simplement, ce sont des internats même, j'ai envie de vous dire, d'excellence. Il y a beaucoup de structures qui existent aujourd'hui, qui sont presque quasiment toutes vides. Eh bien, oui, quand vous avez un travail qui commence très tôt le matin ou qui termine très tard le soir, vous n'avez pas la même relation parentale avec votre enfant, vous ne pouvez pas le suivre de la même façon. Pourtant, vous avez envie qu'il réussisse à l'école. Et pourtant, votre enfant, il a envie de pouvoir faire peut-être ses devoirs avec vous. Donc l'internat. Vous le mettez à l'intérieur, vous proposez, c'est une proposition. C'est une proposition sur la base du volontariat. Voilà, vous faites votre semaine à l'internat, pas loin de votre domicile, puis le week-end, vous rentrez à la maison. Ça change aussi les relations et puis ça permet un meilleur suivi de ses enfants que les parents, qu'ils soient à deux ou famille monoparentale, ne peuvent pas suivre de simple fait des horaires du travail que les uns et les autres ont. Vous voyez, je vous donne cet exemple-là parce qu'il est très pragmatique, il est très concret, tout le monde peut l'entendre, c'est gagnant-gagnant. Alors d'accord pour l'autorité, avec ces deux propositions, on passe au parler des groupes de savoirs, non, c'est le choc des savoirs, parce que je voulais parler des groupes de niveau, c'est pour ça que j'ai fait l'amalgame entre les deux. Non, je disais, parce que je me suis documenté évidemment avant de vous recevoir, c'est une mesure qu'avait portée Gabriel Attal. On rappelle ce que c'est que ces groupes de niveau. En 6e et 5e, donc au collège, on mettait donc des élèves par niveau pour justement adapter l'enseignement qui était donné donc en mathématiques principalement et en français. Ça a été abandonné par l'actuel gouvernement, par l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Est-ce que c'est pas un désaveu de cette méthode Gabriel Attal sur l'éducation nationale? Là, je vous challenge vraiment sur le fond. Beaucoup de gens disent que séparer les élèves faibles des autres tend à les enfermer dans l'échec finalement, ou à casser la mixité scolaire. Qu'est-ce que vous répondez à ce petit challenging que je vous fais là? On va faire un petit arrêt sur image. Oui. Et on va arrêter de penser que c'est Gabriel Attal qui propose cette mesure. Comme ça enlève le côté partisan. Parce que souvent, c'est parce que c'est Gabriel Attal qui propose, alors non. Non, mais moi, je suis pas là-dedans. Ce que je peux entendre, c'est pas vous qui venez de le dire, mais ce que je peux entendre d'un point de vue politique partisan. J'ai 41 ans. Ouais. J'en ai fait des groupes de niveau au collège. Alors c'était de la volonté, moi je vous le dis, c'était de la volonté de l'enseignant, de l'établissement. Je vais vous le dire, c'était à Pablo Neruda de Stein. Voilà. Comme ça, on ne peut pas dire que je suis en train de philosopher ou machin, etc. On faisait des groupes de niveau, alors c'était pas toute l'année, mais c'est vrai qu'il y avait des moments où certains élèves, c'était en maths notamment, avaient besoin de plus de temps pour certains cours. Pas tous les cours, mais certains cours. Qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse dans la classe, on les laisse galérer jusqu'au bout de l'année et prendre leurs lacunes et continuer l'année. On se dit, en fait, à certains moments, on prend ces élèves et on leur donne un avantage par rapport aux autres. Ça veut dire un temps précieux. On va pouvoir répondre point par point dans un petit groupe à leurs difficultés pour qu'ils s'améliorent. Présenté comme ça, c'est très bien, mais pourquoi on arrête ce dispositif alors ? Moi je vous le dis, c'est parce qu'il y a aussi un enjeu peut-être de temps en temps de vouloir, vous savez, quand vous arrivez dans un ministère, vous voulez faire votre patte. Marquer son empreinte, son territoire. Voilà. Mais pourquoi ça pourrait être pas d'assumer la continuité de ce qui a bien marché. Vous le referiez du coup c'est dans le programme de M. Attal? Mais 10 fois, 20 fois. D'accord. Par exemple aussi, le sujet des évaluations en cours d'année, en début d'année, pour évaluer le niveau, pas pour sanctionner. C'est pas l'enjeu de mettre une note pour faire mal, pour rabaisser un élève. C'est aussi pour voir où tu en es dans ton niveau, pour qu'on puisse t'aider. Enfin, l'école, elle sert à ça, en fait. En principe, oui. Voilà. Je voulais aborder la question des moyens, parce que vous l'avez mis sur la table, on a une dette publique de 3400 milliards, l'école demande beaucoup de moyens, on a nos professeurs qui sont complètement sous-payés, là encore je me suis documenté, salaire donc moyen d'un professeur de collège en français avec 15 ans d'ancienneté en France, alors c'est une étude de l'OCDE, donc je vais vous parler en dollars, je vous laisserai faire la conversion chez vous, 53 100 $ par an pour un professeur de collège français. 61 560 dans la moyenne de l'OCDE. On a des professeurs qui sont donc sous-payés, il y a une crise d'attractivité de cette profession. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, avec les moyens qui sont contraints, puisqu'on a cette dette dont je vous parlais, pour
résorber ce problème? Les moyens sont contraints, pourquoi ? Et je vais vous répondre sur l'école. Où part l'essentiel de... Les retraites, la sécurité sociale. J'ai encore regardé un diagramme. Retraites. Ouais. Et je suis pas en train de dire qu'il faut d'un seul coup pointer du doigt les retraités, pas du tout. Ils ont travaillé, ils ont droit bien évidemment à des retraites d'ailleurs qui sont souvent aussi un sujet, parce qu'il y en a qui sont très très faibles au regard des enjeux qu'ils ont eu au cours de leur carrière. Mais quand on avait proposé la réforme des retraites, bon, c'est vrai que c'est une réforme paramétrique. Mais c'était pour ça, pour répondre à cet enjeu-là. Bon, on va arrêter avec les réformes paramétriques, c'est-à-dire changer juste l'âge. 62 ans, 64 ans, je crois qu'il y en a même qui proposent 67 ans. Stop. Il faut regarder ce sujet. Et donc, c'est pour ça que Gabriel Attal propose quelque chose d'assez simple. Il faut revoir fondamentalement le système, en finir avec le modèle par répartition. Puisque vous le disiez vous-même tout à l'heure, on a un problème de natalité. Qui ne va pas s'améliorer du jour au lendemain, et mettre en place de la capitalisation. Déjà, rien qu'en faisant ça, vous améliorez et vous sécurisez le système de retraite pour nos retraités actuels, mais aussi pour nos retraités à venir, et puis vous dégagez des marges de manœuvre financières d'investissement. Et donc pour l'école. Et donc pour l'école, pour nos services publics, de manière globale. Donc il faut payer mieux les professeurs ? Il faut payer mieux les professeurs, mais déjà il y a eu un certain nombre d'avancées qui ont été faites. Attention, au cours des 10 dernières années, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer, au contraire, il faut pouvoir continuer. Aussi bien sur les salaires, mais aussi sur la qualité de travail. Beaucoup d'enseignants disent ça. Quand on leur dit comment on améliore... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer les salaires. Non, mais... Je dis que beaucoup de professeurs, quand on leur dit, le premier sujet, ce n'est pas le salaire, même s'il faut le faire. C'est la qualité de travail. On n'a pas assez de moyens pour faire notre travail, où il y a trop d'enfants. Alors, on avait commencé en 2017-2018 à revoir le nombre d'enfants par classe, notamment avec le dédoublement des classes en CP, CE1, qu'on a pérennisé et qu'il faut continuer à généraliser. Mais il y a aussi un sujet majeur qu'on doit pouvoir prendre à notre avantage maintenant. Vous parliez de dénatalité tout à l'heure. Beaucoup disent on aura demain moins d'enfants par classe, alors il faut moins de classes. Fermer les classes. Je crois que c'est ce que dit l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Moi, je ne suis pas d'accord. On conserve le nombre de classes, mais on fait moins d'élèves par classe. C'est exactement ce que Gabriel Attal prône. Moins d'élèves par classe, moins d'élèves en tout, donc moins d'élèves par classe. D'accord. Et donc, on améliore aussi la capacité pédagogique, on améliore la qualité de travail de nos enseignants et on améliore la qualité d'apprentissage de nos enfants. Ça serait intéressant de savoir, parce que ce choc démographique, je vous invite à vous documenter dessus parce que c'est majeur. Ça a des implications dans tous les domaines de l'action publique, les retraites, l'école. Donc vous, la proposition que vous formulez en matière d'école, c'est de ne pas fermer ces classes et de diminuer le nombre d'élèves par classe, de retrouver un petit peu d'air et de fluidité dans l'enseignement. On verra ce que proposent les autres candidats à ce propos-là. Voilà pour l'école. Je vous propose, Prisca Thévenot, de passer à préoccupation numéro 1. Alors ça, c'est une rubrique qui, à mon avis, ne va pas beaucoup fluctuer durant cette campagne présidentielle parce que c'est le pouvoir d'achat qui apparaît régulièrement comme la préoccupation numéro 1 des Français. Sondage Ipsos de février 2026, c'est ma dernière référence. Il y a les carburants en plus avec cette crise au Moyen-Orient. Alors, pareil, dans mon tour de France, j'ai beaucoup de Français qui me disent « mais rapprochez le brut du net, mais on ne comprend pas ». J'ai entendu Gabriel Attal qui a, avec cette petite formule, droit au brut. Pour les salaires, c'est droit au brut. Rapprochez le net du brut. Supprimer des lignes sur la feuille de paye en baissant les charges. Alors d'accord pour ce choc des salaires dont il parle, mais vous allez vous proposer de supprimer les cotisations salariales, si je ne m'abuse, et en contrepartie d'une hausse de TVA. Réduire, oui. J'ai lu certains économistes... Ah non, on n'a pas proposé une hausse de TVA. C'est effectivement quelque chose qui a été mis dans le débat public par un député de ma famille politique. Renaissance, d'accord. Voilà, je questionne cette démarche-là. Vous voyez, le débat existe en notre propre sein, et c'est heureux. Mais ce n'est pas retenu, en tout cas, par... En tout cas, moi, je ne suis pas pour la hausse de la TVA. La hausse de la TVA, ça veut dire que vous dites à des gens, regardez, on va le faire concrètement. C'est un peu là-dessus que j'allais vous challenger. On prend d'une main et on reprend de l'autre. Ben oui. Non mais franchement, vous le prenez concrètement. Faut arrêter, faut se mettre dans la... On vit quoi, je veux dire, c'est-à-dire que vous allez dire aux gens, je te permets d'avoir un peu plus de net, mais en réalité, je vais t'augmenter la part que je te prends quand tu vas faire tes impôts. C'est exactement ce que j'allais vous demander, ouais. Donc c'est poche gauche. Avant de commencer à avoir l'idée saugrenue d'augmenter un impôt ou d'en créer un nouveau, et c'est un peu la facilité qu'il y a en ce moment dans ce pays depuis 2 ans. Depuis la dissolution, les gouvernements se suivent et se succèdent, et je suis soutien des gouvernements pour la stabilité politique du pays, mais sur certains sujets idéologiques, je suis en complète opposition. Depuis 2024, on a augmenté certains impôts,
Pourquoi ? Et, voire pire, on en a même créé des taxes exceptionnelles. Depuis quand une taxe exceptionnelle ? La preuve, c'est qu'elle a été pérennisée. Elle est plus exceptionnelle. Donc on arrête avec les augmentations d'impôts et encore plus la TVA qui touche tout le monde de façon indifférenciée. Eh ben merci pour cette clarification. Donc pas de hausse de TVA, mais du coup si vous baissez les cotisations salariales, vous touchez à quoi ? Aux cotisations retraite. Donc il y a cette réforme de retraite dont vous nous parlez, à la sécurité sociale. Comment vous allez équilibrer ce modèle du coup ? C'est ça qu'il faut qu'on regarde point par point et c'est ça aussi que j'invite les Françaises et les Français à se saisir de ces sujets au travers de l'application que je vous disais tout à l'heure, qui c'est l'application Attal Président, sur laquelle ils peuvent aller, encore une fois, sans être adhérents de ma famille politique, mais en partageant des idées, en disant ben non, en fait, touchez pas à ça, etc. Ou en ayant des solutions concrètes, parce que ils le sont dans leur quotidien. Et plutôt que d'avoir une idée saugrenue comme ça d'augmenter la TVA, eh bien, donnez-nous. Mais non, mais on n'augmente pas les impôts dans notre pays, ça suffit. Bon, c'est pour ça que je voulais vous challenger là-dessus, parce qu'effectivement... Je pense que Célia, Michel, tout à l'heure, si on leur dit il y a une super idée, c'est augmenter la TVA, ils vont nous regarder avec des gros yeux comme ça. Je suis assez d'accord avec vous. Si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez nos pop-all, vous appréciez le style de nos interviews. Sur le fond, on challenge nos invités avec respect, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que ça nous aide énormément. On continue cet entretien avec un sujet qui est important pour vous. Visiblement, c'est la question de l'assistant, l'intelligence artificielle. Donc Prisca Thévenot, c'est notre assistant qui va vous poser une question donc sur l'intelligence artificielle. On va lui demander, assistant, je suis avec donc... Oui, merci. Sur quoi tu as envie de parler ou sur quoi tu as besoin d'aide ? Très bien, mais c'est encore moi le patron jusqu'à encore un petit peu de temps avant que tu me remplaces intégralement. Je voudrais que tu poses une question à Prisca Thévenot sur l'intelligence artificielle, la challenger, notamment sur les conséquences concrètes de l'IA, sur l'emploi, sur notre quotidien. C'est à toi. Dans votre programme, vous évoquez l'innovation grâce à l'IA. Concrètement, quel type d'emploi aujourd'hui risque de disparaître ou de se transformer et comment accompagnez-vous ces travailleurs dans leur quotidien ? Ça te convient comme approche ? Moi, ça me convient bien. On va demander à Madame Thévenot ce qu'elle en pense. C'est un petit anecdote, mais c'est pour montrer... Non, c'est important. Ouais. La manière dont la question a été posée, et bravo à votre assistant, vous ne lui avez pas donné de prénom. Pas encore, mais parce que ça nous, vient. On a un agent conversationnel sur l'application Attal Président qui s'appelle Nuit. Nuit, écoutez, on va y songer chez nos pop-all alors. Le sujet est extrêmement important parce qu'en fait, c'est aussi en ça que beaucoup de nos concitoyens ont peur de la révolution IA qui est là. Peur pour leur emploi, hein. Mais oui. Principalement. Et alors, première chose, je le dis assez simplement, cette révolution, elle se fera avec nous ou contre nous. Donc il va falloir qu'on la regarde pleinement droit dans les yeux pour pouvoir voir comment on peut en faire un vecteur extrêmement important et puissant de souveraineté et de leadership pour notre pays grâce à l'IA. Je pense que si on prend pleinement cette révolution, on peut regagner nos lettres de noblesse et être parmi les plus grandes puissances de ce monde, pas simplement en Europe, mais dans le monde. Parce qu'elle est inarrêtable, hein. Il y a certains qui nous disent elle sera vecteur de réussite et de succès et d'argent, enfin, pardon de le dire comme ça, d'argent pour tout à chacun. Quand je vous parlais de gains de productivité tout à l'heure, si on avait mis en place les révolutions telles qu'elles ont existé aux États-Unis, en France, eh bien, le salaire médian en France ne serait pas de 2200 €, mais de 3300 €. Oui, c'est concret. D'accord. Alors, en revanche, ça nécessite de voir aussi la question qui a été posée par votre agent conversationnel sur quels emplois ont pu disparaître. Je vais vous donner un exemple assez concret. Il y a quelques années, et je vous le dis parce que ma mère a été, elle fait un moment ce travail-là, alors je n'étais pas née, mais elle en a parlé parce que j'avais retrouvé un jour ses carnets, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est que cette langue, vous voyez ce que j'allais dire, c'est les sténodactylos. Ah oui, maman était sténodactylo aussi. Et vous vous souvenez, les gribouillis, là, les hiérogliphes, ouais. Elles étaient, parce que c'était beaucoup de femmes, elles étaient les seules à comprendre ce truc-là, mais ça notait vite. Je suis sûre que là, il y a 2 personnes, je le dis parce qu'on les voit pas, mais il y a 2 personnes qui sont là beaucoup plus jeunes que nous. Oui, elles ont moins de 30 ans pour être... à mon avis, ne savent pas ce que c'est que les Elles nous regardent avec des gros yeux, c'est clair. Bah oui, c'est quoi, c'est des sténodactylos, c'est quoi elle parle. Et ben en fait, c'est un métier qui n'existe plus aujourd'hui, pour autant qui a été largement remplacé, et aussi dans la capacité aussi de former des personnes à de nouveaux travails qui permettaient peut-être d'avoir un travail un peu plus épanouissant et plus qui permettait une plus grosse mobilité aussi dans une entreprise, et puis qui paye mieux.
Est-ce que cette révolution sera schumpeterienne, c'est-à-dire destructrice d'emplois, mais créatrice d'emplois? Il y a beaucoup d'experts qui disent que ça va être une révolution destructrice d'emplois. Je cite toujours, alors ceux qui nous regardent, vous allez dire, il a pas bien renouvelé ses sources, mais cet article du Monde qui nous cite cette étude de la COFAS qui chiffre à 5 millions le nombre d'emplois français menacés par l'IA, l'OCDE qui estime que 27% des emplois français présentent un risque élevé d'automatisation, donc de suppression. Prisca Thévenot, vous pensez qu'il y aura une destruction créatrice? On ne remplacera pas l'humain. Je vais vous le dire comme ça. Comme ça, voilà, c'est plus concret. On ne remplacera pas l'humain. On est là, regardez, votre outil, votre agent un conversationnel, quelque part, bon là c'est un gadget, où ça synthétise, oui mais ça peut synthétiser aussi des choses et des prises d'informations un peu partout. J'ai préparé cette interview avec mon agent conversationnel, je le dis très honnêtement, et c'est très précieux quand on le supervise, et je pense que vous travaillez aussi, j'ai lu en tout cas chez Renaissance beaucoup avec l'IA, ça fait un gain de temps qui est énorme. Bien sûr, regardez, quand pour préparer cette interview, plutôt que de passer des heures et des heures carrées à aller fouiller, chercher, etc., vous avez votre idée, votre structure d'interview, vous allez chercher, vous allez lui dire sur tel sujet, qu'est-ce que pense Renaissance et qu'est-ce qu'ils ont dit en 2026, mais qu'est-ce qu'ils ont dit en 2016? Ça vous permet tout de suite de voir, machin, etc. Et ensuite, c'est vous qui ramenez à cette intelligence humaine. Ça vous aide et ça vous facilite un temps précieux qui vous permet, vous, de vous concentrer presque sur ce qui est le plus sympathique. Réfléchir, penser et avancer et faire plein d'autres sujets. Et donc, c'est ça que je dis. L'humain ne sera pas remplacé. L'humain restera toujours au cœur des choses. L'intelligence artificielle est un outil parmi tant d'autres qui va nous permettre encore d'améliorer notre capacité à faire, à produire et, à être les meilleurs. Enfin, en termes de nation, on veut quoi? On veut être les meilleurs. Pas simplement pour faire cocorico, bien qu'on aime ça, mais aussi pour pouvoir avoir des capacités d'économie, des capacités financières pour pouvoir redistribuer cette richesse et puis, investir aussi dans l'avenir. Vous le disiez tout à l'heure, sur l'école, on pourrait parler des armées, etc. Bien sûr, mais d'accord pour cette volonté de puissance, j'allais dire étatique, mais dans nos quotidiens à nous, moi j'attire votre attention sur un article qui m'a passionné, article du Monde, les gourous de la tech aux États-Unis multiplient les propositions qu'on qualifierait de progressistes, de New Deal, justement pour affronter les conséquences sociales destructrices de l'IA. Alors qu'est-ce qu'ils proposent les dirigeants d'Anthropic, d'OpenAI? La taxation du capital, le revenu universel, la réduction du temps de travail. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce sont ce genre de mesures qu'il va falloir mettre en place. Non mais vous le faites exprès. Mais non, mais par un impôt, c'est ça que vous allez dire. Oui, vous commencez par 2 impôts. Mais notre modèle social, comment on va le financer si des emplois sont supprimés, si une IA remplace quelqu'un? On va transformer nos emplois, on va transformer nos économies. On va un exemple très concret. On y reviendra peut-être après. Dans la médecine, est-ce qu'on va remplacer nos médecins? Est-ce qu'on va remplacer nos soignants? Est-ce qu'on va remplacer l'infirmier qui nous fait une prise de sang ou qui prend notre tension? Pas tout de suite. Mais pas du tout. Les robots humanoïdes qui vont vous faire une prise de sang. Oui, bon courage pour venir faire une prise de sang à mon gamin de 8 ans avec un robot humanoïde. Déjà avec un gentil infirmier, c'est galère. Non mais je vous challenge. Mais concrètement, moi je pense que c'est important de dire les choses concrètes. C'est même pas une blague ce que je vous fais, c'est du réel. Non, mais c'est vrai. Par exemple sur la médecine, on va pouvoir faire des choses extrêmement importante grâce à tout ça. Aller faire de l'exploration plus poussée, à faire de la recherche plus poussée, à aussi revoir fondamentalement comment sont composés nos laboratoires. Et on peut parler de la médecine, on peut parler de plein d'autres sujets. Ouais, entendu. En tout cas, on a bien noté, parce que c'est suffisamment rare, je trouve, et là je vous le dis en toute objectivité pour être noté, que c'est un des 4 piliers du programme de Gabriel Attal. J'ai entendu l'intelligence artificielle. Donc écoutez, nous c'est un sujet qui nous passionne chez nos Popol. Je pense que c'est une transformation évidemment majeure. Et donc, on peut vous donner le point là-dessus. On passe à ce qui arrive. Alors là, c'est assez simple. Je vous propose 3 grands défis des 5, 10, 15, 20 ans, qui en tout cas vont avoir des profonds bouleversements sur notre pays. Le choc démographique, on en a suffisamment parlé avec ce choc de dénatalité. La transition écologique, on enregistre en plus ce podcast le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Donc ça tombe bien, on va voir ce que vous choisissez. Et puis, le nouvel ordre mondial des enjeux internationaux. Ça ne veut pas dire que celui que vous choisissez sera le plus majeur pour vous, mais il faut en choisir un, donc allez-y. En fait, il le dit, nous avons 2 dettes au-delà des gros 4 chantiers que nous voulons mener avec Gabriel Attal, qui sont l'école, les salaires, les frontières et l'IA. Il y a 2 dettes qu'on doit résoudre.
Sinon, pardon, mais ça met en difficulté les chantiers qu'on doit avoir et sur lesquels on doit investir. La première des dettes, c'est la dette publique, on en a parlé tout à l'heure, et la deuxième, c'est la dette climatique. C'est donc votre choix. Et oui, parce que aujourd'hui, on n'est pas en train de découvrir le réchauffement climatique. Pardon, ça fait des années qu'on en parle pour le coup. Un certain nombre de choses ont été mises en place, pas qu'au cours des 10 dernières années, il faut le dire, parce que notre pays n'a pas à rougir sur cet enjeu. En revanche, c'est vrai que le débat politique tel qu'il existe aujourd'hui, et je ne suis pas là pour faire des petites phrases ou donner des mauvais points, mais il devient un peu binaire. C'est que d'un côté, on a la droite qui nous explique, la droite ou l'extrême droite, qui nous explique qu'il faudrait privilégier l'économie à l'écologie, et à gauche, on nous explique qu'il faudrait privilégier l'écologie à l'économie, prenant une décroissance tout à fait. dans notre pays. Et vous savez très bien, par rapport à ce qu'on vient de te dire, que je suis parfaitement opposée à la décroissance. J'ai l'impression. On n'a pas à choisir en réalité. Et je pense que même l'un va nourrir l'autre. Et on rentre dans un cercle vertueux. Donc oui, on doit être respectueux des accords que nous avons mis en place, des accords que nous avons signés et ratifiés, les accords de Paris. Être très vigilant et ferme quand des partenaires historiques sortent de ces accords. C'est d'ailleurs ce que le président de la République n'a pas arrêté de faire et de mener partout sur la scène internationale. Et la France est reconnue par sa capacité d'engagement et sa détermination sur ces sujets. On doit continuer. Et puis on doit continuer aussi à avancer sur notre façon de produire. Et attention, sans décrier. On l'a vécu il y a maintenant à peu près quelques heures dans l'hémicycle sur un exemple, le cadmium. Le cadmium, ouais. Avant même d'expliquer notre position dessus, on a dû tuer une fake news. J'ai vu Camille Etienne qui vous a... Camille Etienne, très gentille. Et je dis pas ça de façon péjorative, au contraire. C'est une lanceuse d'alerte. Elle dit plein de choses extrêmement intéressantes, scientifiquement prouvées. Elle pousse les choses, etc. J'ai pas de sujet, mais par moments, ses positions dépassent l'enjeu strictement politique pour faire de la polémique. Et là, le bât blesse. Sur les enjeux environnementaux, on devrait tous être alignés. Et je pense que si on parle aux Françaises, aux Français que vous avez par exemple interviewé tout à l'heure, Célia et Michel, je reviens à eux parce c'est qu'on en a parlé. Bien sûr. Vous leur direz, est-ce que vous voulez continuer à vivre dans une terre qui puisse continuer à exister et être belle et à prospérer, ou dans une terre qui brûle? La réponse est toute trouvée. Si vous parlez de Célia Michel, je voulais vous challenger là-dessus, parce que regardez, les gilets jaunes sur la taxe carbone, le recul sur les ZFE, la pause sur les pesticides, ce plan éco-phyto, on a l'impression qu'à chaque fois que ça va coûter, que les Françaises disent « ça va me coûter plus cher », il y a une grogne, il y a une colère, et est-ce que c'est réformable ça ? Non, parce qu'il faut expliquer, il faut donner du sens, et du bon sens. Ça n'a pas été fait alors sur ces réformes-là ? Non, mais parce qu'en fait, souvent, ça a été très dogmatique ou populiste. C'est noir ou blanc. En fait, non, il faut que ce soit progressif, il faut qu'on ait une trajectoire. C'est exactement ce qui a été mis en place sur le cadmium. Et d'ailleurs, ça a été voté presque à l'unanimité. Si on compte pas l'extrême droite et une partie de la droite conservatrice, en vrai... tout l'hémicycle s'est mobilisé et s'est levé d'une seule voix pour voter pour cette trajectoire. Mais il faut une trajectoire et des solutions de remplacement. Si on interdit et qu'il n'y a pas de solution de remplacement, on pénalise en fait d'une autre façon. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tout ça c'est un cercle vertueux qu'il faut mettre en place sur la recherche, réinvestir dans la recherche, accompagner nos éleveurs, nos producteurs, arrêter de les pointer du doigt toute la journée, franchement. Ce sont les premiers concernés, aussi bien dans leur façon de travailler, mais dans leur quotidien. Aucun agriculteur, aucun éleveur, aucun producteur n'a intérêt à s'empoisonner lui-même ou sa famille. Priscilla Thénault, vous me parlez des agriculteurs. Février 2024, Gabriel Attal, Premier ministre, met en pause éco-phyto, le plan de réduction des pesticides, justement face à la colère des agriculteurs. Comment on peut défendre l'écologie tout en prenant en considération nos agriculteurs ? On recule forcément, du coup, comment ? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne choisit pas entre l'écologie et l'économie, on les fait avancer de pair. Il n'a pas reculé, il a mis en place une mesure de bon sens. Pas d'interdiction sans solution. Et il y avait un certain nombre de sujets. Alors déjà, il faut rappeler quelque chose. La plupart des engrais, des sujets utilisés, des intrants extrêmement nocifs pour la population et pour notre santé, ont été interdits. Ça, je pense qu'il faut le rappeler. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres sujets sur lesquels on doit avancer au regard des normes européennes, mais attention à ne pas surnormer, parce que là, on pénalise la France, et finalement, on empêche de produire en France ce qu'on va importer en fermant les yeux tranquillou pilou. Il faut sortir de cette hypocrisie aussi. Et c'est ça que Gabriel Attal a rappelé simplement. Et il ne l'a pas fait simplement lui-même tout seul, il l'a fait en lien étroit
bien évidemment avec nos éleveurs, nos agriculteurs, notre monde agricole, qui, je vous le dis, sont les premiers concernés. Pas d'interdiction sans solution et mise en place de trajectoires accessibles, disponibles et financées pour pouvoir sortir d'un certain nombre de sujets. C'est un changement de méthode alors que vous proposez, de philosophie. Voilà, la finalité reste la même. La santé publique, être dans un cercle vertueux, aussi bien pour notre production que pour ce que nous mettons dans notre assiette. Mais tout ça, bien sûr, tout le monde est d'accord sur ça. Mais il faut le faire avec, je vais le dire, avec du bon sens paysan. Écoutez, c'est entendu sur la transition écologique. On avance, on passe à notre rubrique que vous aimez particulièrement, je crois, la question qui dérange. Au surlendemain des violences en marge du SAGR du PSG, dont on a un petit peu parlé, Gabriel Attal propose donc un durcissement de notre justice des mineurs. Sur X, vous embrayez le pas. Et si le blocage persiste pour changer la loi, notamment l'excuse de minorité, on engagera, Gabriel Attal en tout cas, engagera une réforme de la Constitution. Alors là aussi, je me suis un petit peu documenté. Les professionnels de la justice, cette excuse de minorité, ils trouvent qu'elle est importante. Ils pensent qu'envoyer les mineurs plus vite en prison, ça augmente la récidive. Alors, il n'y a pas un consensus, c'est pas ce que je vous dis. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une priorité, ça, l'excuse de minorité? Mais ça en fait partie, oui. Enfin, sinon, on fait quoi? On fait rien? On continue, on dit qu'on continue comme ça se passe maintenant, et en fait, ça se passe pas très bien, et ça va de mal en pire. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont. Et je vais vous donner encore, pardonnez-moi, de vous donner un cas concret. Pendant la campagne de 2024, suite à la dissolution, en pleine législative, une partie des militants qui m'accompagnent sur ma campagne et moi-même avons été agressés. C'est pas une agression version pichenette, hein. On s'est pas juste fait bousculer. J'ai un de mes militants, un de mes amis, qui a aujourd'hui à vie une plaque dans la mâchoire. Et qui, s'il ne s'était pas relevé, parce que passé sous tabac par une vingtaine de jeunes, serait aujourd'hui mort. Wow. Voilà ce que je vous explique un peu, le quotidien, en fait, qu'on peut aussi être amené à vivre. Dans ces jeunes-là, profondément stupides, il y avait un majeur et les autres, au moment des faits, étaient mineurs. Le majeur, il a eu de la prison ferme. Un des autres mineurs, qui a eu son procès il y a quelques mois, quelques semaines maintenant, pour les mêmes faits, de la même gravité. Et en plus, avec une nonchalance quand il l'expliquait à la barre, mais parce qu'il est mineur, non seulement il a été relaxé, mais en plus notre statut de victime n'a pas été reconnu. Ah oui, c'est une double peine, là, pour le coup, presque, j'allais dire. Non, mais c'est même pire que la violence de l'agression. Et j'en veux pas au juge. Moi, j'en veux pas au juge. Il applique la loi. Il applique la loi. Il applique... Vous faites le même crime. Vous avez 18 ans, vous êtes puni. Vous avez 17 ans. Et demi, même, ouais. Mais vous faites quoi sur cette excuse de minorité? Il ne s'agit pas de la supprimer, c'est que vous Il faut la réformer. Alors, qu'est-ce que vous faites? Elle ne doit plus être... l'excuse de minorité doit être l'exception et plus la règle. D'accord. Et pour ça, on le disait aussi, réforme constitutionnelle. Ça va faire beaucoup de réunions du Congrès ou de référendums si M. Attal est élu, non? Ça va faire... Mais il faut... Enfin, vous savez... j'ai entendu Gabriel Attal ou machin. Nous, on assume de vouloir monter sur la table. Monter sur la table et pas la renverser. On veut monter sur la table pour aujourd'hui dire il faut revoir un certain nombre de fondations dans notre système aujourd'hui institutionnel pour que ce système institutionnel puisse plus nous protéger et pas malheureusement constater vainement une situation d'immobilisme. Et ça passe donc par des réformes constitutionnelles. Oui. Décidément, cette histoire de table, ça revient quand même tout le temps. Enfin, après, on peut se mettre autour de la table pour partager un apéro. Hein. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Allez, on arrive à la fin de cet entretien avec notre dernière rubrique qui s'appelle « Le monopole du cœur ». Très simple, Prisca Thévenot, un sujet alors là qui vous tient à cœur en tant que femme, peut-être pas femme politique, mais en tant qu'individu, j'allais dire. Monopole du cœur. Parlons du cœur. Est-ce que vous savez quelle est la première cause de mortalité des femmes en France? Je dirais les maladies cardiovasculaires. Ouais. Moi, j'ai un peu travaillé le sujet. Mais... non, mais vous le saviez aussi. Ouais. Parce que malheureusement, on est tous touchés de près ou de loin par ces sujets. Parce que c'est vraiment première cause de mortalité dans notre pays. Aujourd'hui, on a un sujet qui reste encore un peu tabou. C'est le sujet de la santé des jeunes filles et des femmes. Et j'insiste sur jeunes filles et des femmes, pas que des femmes, puisque vous allez voir où je veux en venir. Il faut fondamentalement qu'on revoit la façon dont notre système de santé est pensé. Pendant longtemps, notre système de santé a été pensé par les hommes, testé sur les hommes et opéré par les hommes.
Je dis pas qu'il n'y a pas de femmes dans le système de santé, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça tourne beaucoup quand même autour du corps de l'homme. Exemple très concret, quand vous allez chercher des médicaments à la pharmacie, si c'est pour vous, vous avez une certaine posologie. Si c'est pour votre enfant de 9 ans qui pèse 25 kilos, c'est une autre posologie. Tout à fait. Mais par contre, entre vous et moi, ça sera la même. Ah oui. Mais pourquoi ? Bah ouais. Je suis pas sûre. Bah non, je crois pas. En tout cas, j'aimerais bien que ce soit démontré. Parce qu'en fait, la plupart des recherches sont faites sur des corps masculins parce que les corps féminins sont réputés pas très stables hormonalement. C'est vrai qu'au cours du mois, c'est pas la même chose, et même au cours de notre vie, c'est pas du tout la même chose. Je pense que c'est parce que c'est pas la même chose qu'il faut qu'on puisse tester aussi pour voir si toutes les posologies sont adaptées et toutes les recherches sont bien opérantes. Donc déjà, réinvestir profondément la recherche sur des individus féminins. Ensuite, entamer et poursuivre ce qui a été mis en place, notamment sur le sujet de l'endométriose et un certain nombre d'autres pathologies, comme le SOPK, qu'on entend maintenant parler, qui était un sujet parfaitement tabou. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est, donc je vous mettrai comme ça en bas de votre écran, SOPK, peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Oui, il y a le syndrome des ovaires polykystiques. Voilà. Et donc, il y a plein d'autres sujets qu'on doit pouvoir adresser, mais qui ne doivent pas simplement être adressés quand une femme veut être enceinte. D'ailleurs, elle peut ne pas vouloir être enceinte, mais pour autant subir les conséquences de ces pathologies au quotidien et depuis très jeune. Et donc, il faut mettre en place tout un système de prévention dès la puberté, selon moi, bien sûr, qui sera du coup valable pour les jeunes filles, pour les garçons aussi. Mais je prends l'angle des jeunes filles, bien sûr, pour aborder aussi une meilleure qualité de la vie. Et donc avoir cette capacité de ne pas attendre d'avoir un bobo ou pas attendre d'avoir un désir d'enfant pour pouvoir les travailler. Parce qu'on sait que même quand il y a un bobo ou quand il y a une difficulté de santé, par défaut, la femme va passer sous silence. Sa santé n'est jamais sa priorité. C'est la santé de son conjoint, de sa conjointe, de ses enfants, de ses parents, parce qu'aussi on est beaucoup proches aidants, qui va primer. Et donc on va avoir de grosses difficultés à terme. Donc moi je plaide pour un plan national sur ces sujets-là, pas simplement pour dire grande cause du truc, du machin, non, pas grande cause, avec des moyens. Ça sera dans le programme en tout cas de Gabriel Attal. Vous allez pousser. Et je suis pas la seule, beaucoup ont levé des tabous, on pourrait parler de Marlène Schiappa, qui a levé un certain nombre de tabous sur les sujets féminins. Moi, j'angle aussi plus particulièrement sur la santé des femmes, et sur ce sujet-là, la santé des femmes et des jeunes filles, eh bien, l'IA a beaucoup à faire, et peut beaucoup nous aider, notamment au travers de la Femtech, qui nous permet, il y avait le salon il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous permet aujourd'hui d'aller très vite sur ce sujet. Et je pense qu'en plus, si on accompagne ce volet-là, ça va aider les femmes et les jeunes filles au quotidien dans leur santé, la compréhension de leur corps, mais peut-être aussi faire de nous les leaders européens. Écoutez, voilà, moi c'est pour ça que j'ai créé Nos Popoles. C'est des sujets dont on entend finalement peu parler dans les grands médias. Vous avez eu tout le loisir en tout cas de développer sur la santé des femmes. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu nous voir chez Nos Popoles. Merci à Nos Popoles. Voilà, je vous dis à bientôt. Et puis vous, vous savez ce que vous devez faire pour nous aider si vous voulez, si vous êtes intéressé par notre travail, ces interviews sur le fond, sur les idées, vous vous abonnez. Et puis je vous dis à très bientôt.